c'est obligé. Est-ce que tu as trouvé une manière d'occuper ce vide? Non, j'ai compris que vraiment, T'as un sans hobby, ça, j'étais dans la merde. Ouais. J'ai pas de hobby, j'ai pas de passion. J'ai pas un truc genre les dinosaures où j'ai été chercher. Ça peut être des les mecs jeux comme vidéo. Patrick Hein, Beau. Mais les jeux vidéo, pour moi, je suis désolé, mais je les lis à la dépression. Moi, c'est mon avis, tu vois. Chacun son avis. Il y a des gens qui jouent aux jeux. Tu sais, c'est comme la consommation d'alcool Ouais. ou de drogue. Il y a des gens, ils le lisent un truc récréatif. Ouais. Moi, je le lis à la dépression. Moi, j'ai joué aux jeux vidéo. Ouais. Et au troisième jeu que j'ai commencé, je me suis dit, mec, t'es en dépression. Là, ça y est, c'est. Non, mais je suis sérieux. Ça peut être une addiction. Après, c'est pas une aussi... addiction. Non, tu penses C'est pas une addiction, c'est juste, vas-y, je veux pas penser. Et si je fais Link qui va chercher des monstres, ou tu vois, je dois me taper, je veux telle épée, ou je veux le bouclier bleu là de Link, ça, tu vois, ça m'occupait des journées entières. Je visite un monde, j'ai kiffé. Hein. Last of Us 2, j'ai kiffé. Ouais. Ok, mais je suis désolé, c'est pas un truc qui pour moi égale, en tout cas pour moi, pour des copains et tout, gérez vos vies, tu vois. Pour moi, ça veut dire, je sais pas quoi faire d'autre. Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que pour supporter cette période, ce qui est bien, c'est d'avoir un hobby et une routine, tu vois. Si t'as les deux, peut-être. tu peux tenir. Et tu sais, juste l'idée de... Des fois, je me force, je me lève et je me lave pour rien, en fait. Tu sais, je prends une douche, je gâche de l'eau, en fait, parce que je suis propre pour genre, regarder Netflix, tu vois. Tu sais, des fois, je mets mes chaussures chez moi et je sors pas. Mais juste pour me dire, là, on est en mode actif, chaussures, pantalon. Parce que si je suis en survêt psychologiquement, je suis une patate, en fait. Ouais, je comprends. Et j'arrive à me mentir à moi-même, à me dire, vas-y, on est en mode actif. Ouais. Je m'assois à un autre endroit de mon appart, genre, on est au bureau. Tu sais, genre, pour créer des cases dans ma tête. Voilà, ça, c'est le moment de la journée. Très bien. Je fais pareil aussi. Sinon, je deviens ouf. Hein. Là, non, mais je fais pareil. Par contre, ouais, j'ai des moments au bureau où j'écris et tout ça. Moi, les jeux vidéo, ça a été premier confinement, début. Et puis, après l'été, j'ai rejoué aussi. Mais j'ai beaucoup plus kiffé la deuxième fois parce que j'ai joué à des super bons jeux. Mais sinon, à part ça, je fais bureau, du sport un peu. Je cuisine. J'ai pas arrêté de bouffer. Donc ça, j'aime bien. Mais effectivement, il n'y a pas le moment de création et de plaisir de la création. En tout cas pour le stand-up, parce que j'ai pu écrire de la fiction, j'écris une BD et tout, ça, je m'amuse bien. Mais pour le stand-up et les trucs que je faisais majoritairement, la grosse difficulté, c'est que le soir, on pouvait aller jouer et que maintenant, comme c'est bloqué, on a vraiment ce problème de se dire hey, il est 21h30, j'ai rien à faire chez moi. Qu'est-ce que je fais chez moi? Tu vois, c'est un truc parce que ça fait 10-15 ans qu'à 21h30, en général, au moins 2 à 3 fois par semaine, je suis pas chez moi. Genre, je découvre ce qui se passe dans mon immeuble. À 21h30, je suis là, ah bon? Les gens écoutent la télé fort et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je te jure, j'ai ce délire, quoi, de qu'est-ce que je fous là? En fait, le truc où t'as rien à faire à 21h30, au bout d'un moment, pour moi, je crois que j'étais un peu en burn-out, c'était devenu un fantasme quand même, le truc des gens qui n'ont rien à faire à 21h. Je sais pas, peut-être que ça devenait trop stressant de faire du stand-up parce que j'avais d'autres trucs en tête et tout. Mais j'étais quand même content au début du Covid de rien branler le soir, en fait. Genre, ah putain, c'est ça, la vie normale. Ah, moi, j'étais très heureux aussi. Je te rejoins là-dessus. Mais bon, là, ça va, je suis prêt. Là. En fait, ça m'a fait 2 semaines de grand plaisir de oh mon Dieu, je courais trop vite. En plus, c'est toute la phase où les gens disaient c'est nous le virus. Tu sais, dans Matrix. Voilà. En disant la planète, c'est malade, de l'humanité. Mais ça, on sait depuis longtemps. Ça n'a rien à voir. Mais j'avais ce truc de une pause forcée. Parce que moi, c'est vrai que je faisais beaucoup de scènes, je jouais beaucoup et j'étais à la limite d'être épuisé. Et il me restait quelques dates. Et donc, je disais, OK, là, c'est cool. Ça m'a obligé à arrêter. Et c'est vrai que si on ne m'obligeait pas, j'arrêtais pas. C'est vraiment comme, je sais pas, c'est comme une sorte de marathon où tu deviens un peu fou, même si tu as mal. Que ça. Et oui, on continue à te proposer des scènes. Donc, même si tu dis, j'aimerais bien prendre une pause, là, je suis en mauvaise santé physique ou mentale, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ça te dit de jouer au Mes Couilles Comedy Club. Et tu dis, vas-y, grave. C'est vrai qu'à chaque fois, tu fais, OK, vas-y. Et le truc, c'est qu'après ces 2 semaines où vraiment je me suis posé, là, on est arrivé au stade où on ne savait plus ce qui allait se passer, plus il y avait de la mini-panique, plus la mini-panique de il n'y a plus de farine, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de. Tu vois, enfin, c'est lunaire, quoi. Les gens. Et il n'y a plus de pâtes, enfin, n'importe quoi. Plus moi, je suis germophobe. Donc, j'étais en stress de la maladie, d'attraper le Covid.
Donc tout ça mélangé, c'est devenu vraiment relou. Ouais. Et passer le cap du relou, quand après tu arrives à t'habituer, parce qu'on s'habitue à tout, c'est fou. Tu es là, fais allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, on est au moment de, mais je pète un câble en fait. Je pète un câble chez moi. Là, ça fait 2 mois. Je dis plus aux gens, tu sais, avant je disais, mais c'est dur, tout. Tu te rends compte, les personnes âgées, oh là là, le personnel soignant. Franchement, pour de vrai, hein, mal au cœur et tout, pour de vrai. Ouais. Et là, j'ai fait ça pendant 9 mois. Là, je me permets en ce moment de péter un câble pour moi-même, parce que j'ai pas eu le temps de péter un câble pour moi-même. Je me dis, mais c'est quoi ce délire en fait là? Wow, je veux mon métier, rendez-moi mon travail. J'ai eu un mois ou 2 où je parlais tout seul. Je crois que tu parles vraiment beaucoup c'est tout normal, seul. c'est ça, je crois. Je crois que c'est bien de parler tout seul. C'est peut-être pas plus mal. Au moins, j'ai craché des trucs. Tu parles tout seul à toi. Du moment que tu parles pas tout seul à des personnes qui n'existent pas, ça. T'as pas le truc où tu as des engueulades avec des gens dans ta tête, mais fictionnels et tu parles. Ouais. Mais bien. Moi, des fois, je finis des débats à la télé. J'ai fait beaucoup de politique. J'ai regardé beaucoup de politique. Ouais. J'ai regardé des tas de trucs. J'ai découvert qu'il y a un nombre de fachos sur Internet. Mais j'en parle dans beaucoup des podcasts que j'ai enregistrés récemment. En fait, YouTube essaie constamment de me les recommander, ces gens-là, parce que je suis curieux. Je veux savoir ce que les deux côtés disent. Moi, je suis tombé dans le. Tu vois. Là, tu lis, Zemmour a dit un truc. Donc tu vas regarder Zemmour sur YouTube. Qu'est-ce qu'il a dit? Puis YouTube, il pense que t'es un facho, du coup. Moi, tu regardes mon historique YouTube. Ça y est, je suis un facho de ouf. Mais c'est parce que je trouve ça intéressant. Mais il faut savoir ce que les gens disent. Ah bah oui, parce que si tu dis, moi j'ai toujours évolué dans un monde qui était quand même à gauche, donc c'est toujours un peu un discours dans lequel on est OK, tu vois. Et on se rend pas compte qu'il y a l'autre côté qui commence à affûter ses couteaux aussi des fois. Mais ils sont affûtés depuis. En plus, il y a 2 organismes de médias il y a des organismes de médias, ça les arrange en fait que tout le monde s'engueule. Des 2 côtés, c'est. Oui, YouTube, c'est très content. Ouais. Et en fait, on te montre quasiment des trucs. T'as regardé un. Tu sais, parce qu'en fait, YouTube, il pense que tu regardes la vidéo, genre, ouais, grave. Et donc, t'as regardé Zemmour et ça t'a plu, voici des Arabes qui vont te vénère. Ouais. Du coup, ouais, grave. Et c'est pareil. Alors, ce qui est chiant avec le stand-up, c'est que tu vois, des mecs comme Bill Burr ou Patrice O'Neill, ils ont été liés à cette un peu néo-fachosphère en France. Et du coup, si tu regardes Bill Burr, on peut te proposer Alain Soral juste après. Franchement, les gars. Que trop pas. Ouais, et il est chaud. Patrice O'Neill. Bah oui, parce que tu sais, c'est un peu sexiste ce qu'il dit. C'est pas woke, quoi, en gros. Et, non, du coup, non, là, il n'était pas progressiste à ce niveau-là. Il était très cash, mais bon, il était vachement dur avec tout le monde, en fait. Il y a un documentaire là qui est sorti, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu beaucoup d'interviews. Il y a des gens qui sont devenus fans de Patrice O'Neill, qui ont fait des compilations sur YouTube, même de ses interventions en radio. Et en fait, en écoutant ça, tu dis oui, c'est vrai, il n'est pas progressiste, mais c'est pas du tout un mauvais gars, quoi. C'est vraiment, c'est un mec un peu vénère tout le temps. Et d'ailleurs, qui était vénère contre l'industrie aussi, parce qu'il disait qu'on lui avait pas donné sa chance et qu'en tout cas, l'industrie était très mauvaise. C'était un mec, je crois que c'était un peu un connard. Enfin, ils le disent dans le documentaire. Il était marrant, mais c'était un peu un connard. Ah ouais. C'est juste que tu sais, il y a des connards où tu les aimes bien quand même. Enfin, d'accord. Moi, je le voyais comme un gars blessé qui est vénère. Probablement. Tu sais, c'est un mec qui il a mangé jusqu'à sa mort. En fait, c'est ça qui s'est passé en gros. C'est comme Big Pun, le rappeur. C'est des gens en fait, ils s'arrêtent pas de manger, puis on leur dit faut que t'arrêtes, sinon tu vas crever. C'est comme l'héroïne. Pour eux, c'est comme du crack. Et je crois que c'est un type d'humour où en fait, à l'époque, on pouvait toujours, dire c'est pas vraiment exactement, enfin c'est pas un discours, c'est pas un statement public. Ouais. Et je pense que maintenant. Non, mais lui, il mettait ça sous le coup de la vérité. Pardon de t'avoir coupé, mais il disait ça sur le coup, il disait je dis la vérité, il faut toujours dire la vérité. Ouais. Et en fait, pour lui, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il disait tout ce qui passe par ma tête, je vais le dire. Ouais. Et même si c'est bête en fait, tu vois, même si c'est un peu teubé, il disait tout. Et maintenant, les médias profitent d'un truc où tu peux prendre une phrase d'un special et dire il a dit ça, tu sors du contexte. Ça fait un article. Et l'article est fait pour que tu cliques dessus et faire des revenus publicitaires. Donc c'est devenu un business en fait. C'est de la mauvaise foi parce que tu sais très bien qu'il déconne. Mais ça t'arrange pour ton article. Pour être humoriste, j'arrive. C'est pas un super pouvoir, mais disons que moi, c'est vrai que j'accorde beaucoup le bénéfice du doute aux comiques que je vois sur scène. Parce que je me dis. Il a essayé, il a essayé de faire une blague qui était un peu périlleuse. Parce qu'il faut aussi comprendre que ce qui est drôle aussi et ce qui est intéressant, c'est de jouer avec cette frontière. Parce que c'est ça que les gens ont envie de voir. Les gens ont envie d'entendre des avis qui sont impertinents. L'impertinence, le décalage, avoir une vision aussi très précise qui va sortir des visions qu'on a l'habitude d'entendre. Pour travailler ça, il faut essayer des choses. Et des fois, c'est vrai que c'est pas terrible. Des fois, ça fait du cul même. Tu vois, et tu te plantes, mais c'est vrai que si on se bloque sur le moment où tu t'es planté, tu peux paraître très mauvais. Après, il faut voir avec comment on appelle ça,
Si ça se répète, les répétitions. Oui, au bout d'un moment, tu commences à faire. Si le mec il fait 14 fois une blague horriblement homophobe, tu fais bon, il se passe un truc là, ok, peut-être. d'accord, donc peut-être, voilà, tu vois. Moi, ce qui m'angoisse c'est que du coup, tu vois, un Patrice O'Neill ou un Bill Burr, tu vas voir les commentaires, ça va toujours être ouais, et puis il y en a marre de la culture de PC, la bien-pensance. Voilà. Et ok, soit, c'est vrai que ces mecs sont drôles et qu'on devrait pouvoir les interpréter correctement sans tout prendre mal d'un coup, tu vois. Mais très vite, ça va vers ouais, il y en a marre de la pisciculture, ouais, il y en a marre des SJW, puis il y en a marre du progressisme. Très vite, ça devient valeurs actuelles, en fait, tu vois. C'est quoi le juste milieu? Parce que moi, j'ai envie de pouvoir déconner, mais j'ai pas envie de dire non plus, oh là là, on peut plus rien dire parce que t'es obligé de réfléchir un peu plus au lieu de dire. Non, je suis d'accord. En fait, il y a vraiment une difficulté en ce moment, c'est que j'ai les deux pareils que toi en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me dis franchement ça devient relou parce qu'on réfléchit trop. Moi je réfléchis trop quand j'écris, je me prends trop la tête et au bout d'un moment il faut alors quand je dis les femmes, je veux pas dire les femmes qui... Enfin tu sais, t'essaies de toujours jouer comme si t'avais il faut essayer de respecter un maximum de monde, essayer de pas agresser, mais aussi il faut essayer de pouvoir s'exprimer, on va dire de façon directe, fluide et aussi un peu grotesque parce que c'est le principe de la scène. Tu peux pas être ultra comment dirais-je méga fin. T'es obligé d'être un peu avec des gros traits, sinon c'est plus drôle. Donc c'est quand même des mécanismes et des archétypes lourds. Donc en tout cas c'est mon avis. Ou alors j'ai pas le niveau, tu vois, j'ai pas encore le niveau suffisant pour être tellement bon que j'y arriverai. Mais il y a aussi l'autre côté où les gens disent ouais on peut plus rien dire. Mais c'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux. C'est juste qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont t'embrouiller. C'est tout. Après faut leur répondre si tu as envie de répondre. Mais je pense que tu peux dire exactement ce que tu veux. C'est même la période je trouve où on peut dire le plus de choses possible parce que tu as Instagram, tu as Twitter, t'as Facebook, t'as TikTok, tu peux faire des podcasts, tu dis exactement ce que tu veux. Moi, quand j'ai commencé le Comedy Club, on avait la télé. Et en fait, il y avait un mec, il y avait le directeur artistique du Comedy Club qui checkait ton texte, qui le découpait, qui le remontait, qui te disait non, tu fais pas ça, tu fais autre chose. Donc, je peux te dire que vraiment, c'était pas du tout la même limonade. Aujourd'hui, sur Instagram, si tu es un jeune humoriste, tu te filmes avec ton téléphone que tu as eu avec ton forfait et bam, tu peux faire des petites vidéos. Donc, je pense que quand même, tu as les outils. Mais c'est vrai que de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont peut-être vite s'irrisser si tu as dit un truc qui leur plaît pas. Et c'est tant mieux. Mais alors justement, toi, tu es allé jouer dans, j'allais dire tous les pays, je pense que tu en as. Non, j'en ai fait 18, j'ai compté. 18 15 en anglais, 18 en français. J'ai vu ton documentaire, tu es allé en Russie. Ouais. Et je me disais, le mec avait l'air de dire qu'il peut plus ou moins dire ce qu'il veut. Et que absolument. Moi, je le crois. Et je le crois pas. Eh ben moi je le crois. Je le crois. En fait, clairement, ce qu'il disait, et tu peux totalement ne pas le croire. Non, c'est mon avis. Mais non, mais franchement. Je suis jamais allé en Russie, donc je sais. Mais pas une raison pour croire un gars. Moi je le crois. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà Igor, c'est pas un mytho. Parce qu'en général, moi je l'ai fréquenté un peu, et c'est pas un mytho. Il est assez cash en fait sur les choses, mais il a un esprit très britannique dans sa façon de s'exprimer. Il n'est pas direct. D'accord. Tu vois. Donc il parlait avec Dylan Moran, qui est un autre comique, et tous les deux parce que c'était un peu son mentor, Dylan Moran. Il est venu en Russie et tout ça, et voilà. Et il disait qu'il s'accordait sur beaucoup de choses vis-à-vis de la liberté d'expression. Notamment le fait que dans les clubs, dans les petits endroits, tu n'auras pas de censure. Parce qu'il n'y a personne qui va venir, par exemple, au Barbès. Imagine l'équivalent du Barbès Comedy Club en Russie, à Moscou. Il n'y a pas un agent du FSB qui va venir en disant c'est quoi cette blague, tu vois. Mais ce qu'il précisait dans le documentaire, c'est qu'à la télévision, tu peux avoir des pressions qui sont des pressions même financières de la part des sponsors qui vont dire... Et les sponsors ne disent rien. C'est juste les mecs qui sont payés par les sponsors qui vont dire mec, je préfère que tu abordes pas ça. Bon, c'est comme Canal+, alors du coup. C'est exactement pareil. Mais c'est c'est ça qu'il disait. Pareil, et il disait du coup, tu peux l'avoir aux USA. Et il citait des exemples aux États-Unis parce que j'ai pas tout mis dans l'interview, mais aux États-Unis et en Australie, en Australie, pardon. Il a été en Australie, il a été au festival de Melbourne et il a expliqué qu'il avait entendu à la radio un autre gars parler de ce problème-là alors qu'il était australien. Et il disait, moi on m'a dit, ouais tu devrais pas faire cette blague-là sur tel politique ou tel gars parce que ça craint par rapport au sponsoring ou machin. Si moi, tu passes à France Inter par exemple et tu dis un truc ultra hardcore sur n'importe quel sujet français, par exemple t'arrives, tu parles de l'islam qui est pas vraiment le sujet tranquille, tu vois, le sujet calmos. T'arrives, tu parles de l'islam / la fachosphère. Tu commences là-dessus, tu dis des noms, tu commences à dire des dates précises, tu dis des noms de famille, mais
Tu vois tout le monde en face, les gens, ils vont être comme. Tu vois, parce que ça veut dire que tu déclenches quelque chose de problématique. Je comprends. Évidemment, la Russie, c'est pas cool comme ambiance démocratique. Évidemment, le peuple est en galère. Mais je suis convaincu que dans les clubs, il peut dire ce qu'il veut. Je suis allé jouer en Corée, moi. T'es déjà allé Non. Et en fait, c'était intéressant. Je suis jaloux parce que la Corée du Sud, précise. Hein. Oui. Tu crois que je suis allé faire du stand-up en Corée du Sud? Je sais pas, moi, mec. Avec Kim Jong-un dans la salle. Respect. Alors là, franchement, là, tu peux pas dire ce que tu veux. Avec des fusils braqués sur moi. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué. Non. Une trappe avec des crocodiles. En Corée du Sud, en gros, à la base, on m'a appelé. C'était pour jouer en anglais là-bas. Ils parlent pas très bien anglais, mais c'était genre un délire qu'ils voulaient se faire. Donc on m'a plus ou moins appelé en disant ça te dit de prendre un gros four. Ça te dit d'aller prendre un four en Corée du Sud. On paye tout. Je fais vas-y, on y va, tu vois. Et en fait, à la base, on m'a dit ne parle pas de sexe, mais parle autant de politique que tu veux. À la base, on m'avait dit ça. Tu vois. Ok. Et quand et sur scène, ce que j'ai constaté, c'est que c'était exactement l'inverse en fait. C'est que dès que tu parlais de cul, tu sais, c'est un peu comme des gamins, genre, tu vois. Et par contre, j'ai dit le mot Kim Jong-un une fois sur scène. Oh merde. Ouais. Et tu vois, par rapport à ce que tu me disais sur la Russie, après j'ai parlé à un gars, il m'a dit non, mais ça se trouve, tu rigoles dans la salle et il y a un Coréen du Nord qui est infiltré en Corée du Sud qui va peut-être savoir que t'es là et ensuite, genre une semaine après, tu te fais descendre en bas de chez toi. Genre, c'est sérieux quoi. Nous, on rigole parce que c'est loin et c'est le petit gros. Non, c'est sérieux. Et en fait, eux, c'est leur voisin du dessus, psychopathe, tu vois. Et en fait, ils ont même pas envie de plaisanter. Je me souviens, il y avait une vieille dame qui en premier rang qui était là, genre non, on parle pas de ça. Ça m'est arrivé aussi un truc qui est pas aussi grave parce que là c'est actif, c'est en ce moment. La Russie, en vrai, je sais pas, mais sache que moi, je me suis senti beaucoup mieux accueilli en Russie qu'aux États-Unis, par exemple. C'est vrai. C'est-à-dire que même à la frontière. Je suis à la frontière en Russie, ils sont russes, donc ils ont des attitudes de russes. C'est étrange de dire ça, ça mais bat les couilles un peu, chaque peuple, non, ils sont assez, ils sont pas démonstratifs, je trouve. D'accord. Tu sais, ils sont pas, hey, tu vois, quand t'arrives au Québec, hey, comment vas-tu? As-tu de la drogue sur toi? Ils sont... Quand tu es un éminent personnage public, non? Tu attentais à la vie du président. Non, mais ils sont froids. Ils sont un peu froids. Moi, je sais qu'ils ont vu mon passeport, mais je te jure, les Russes, mais j'ai kiffé. Ouais. Parce que... T'as joué là-bas et tout. J'ai joué là-bas 2 fois. J'ai adoré. Les comiques russes sont des bars. Ils ont ce côté un peu. En fait, ils me font penser à des ch'tis, côté un peu froid, mais adorable. Oui, adorable de ouf, tu vois. Et les Américains, c'est l'inverse. Ils sont hyper. Mais en fait. Oui, après... c'est plus de la bonne éducation qu'ils ont eu de sois sympa avec tout le monde et sois poli. Et puis, exactement. Moi, dans ton documentaire, je t'ai vu à un moment, tu es allé en Germanie. En Allemagne. En Allemagne. Et en fait, en ce moment, je cherche un peu un endroit où je pourrais jouer en anglais après le Covid. Berlin. Parce que j'ai pas vraiment la thune pour Londres ou New York ou Berlin. LA. C'est pas cher, c'est chômé. Est-ce que tu me recommanderais Berlin? Parce que de ouf. J'ai pas du tout de thune pour aller à LA ou New York ou même Toronto où ça me coûterait une blinde. Montréal, il fait trop froid. Enfin, Berlin, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur endroit, je pense. En plus, je peux rester légalement. Enfin, il n'y a pas d'histoire d'immigration. Il n'y a rien. Tu vas là-bas, tu kiffes. En plus, c'est une grande ville. C'est pas cher, les logements. Tu peux ne pas parler allemand parce que mais tout le monde parle anglais. Ils parlent 1000 fois plus anglais que nous en France parce que tu sais, leur langue, elle ressemble à l'anglais. Donc Ah bon? Ah oui, elle ressemble de ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des mots un peu comme de l'anglais mais avec d'autres consonnes quoi. Ça ressemble à l'anglais puisque tu vois, ça ressemble à l'anglais comme nous l'italien ressemble au français. Il y a des mots vite fait. Tu dis ah oui, je vois un peu la racine. Il y a des tas de mots qui ressemblent et les Allemands sont hyper forts en anglais. Berlin, c'est un bête d'endroit pour jouer. Il y a plein de clubs et tout ça. Il y a plein de lieux. Et puis les gens adorent la comédie là-bas. Ils sont actifs et ils sont très gentils. C'est-à-dire que vraiment tous les clichés que j'avais sur Berlin sont morts. J'ai aucun cliché sur Berlin. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Je parle pas la langue. Je connais pas la culture. Je sais rien. Moi, quand j'étais petit, Berlin, c'était vraiment, l'Allemagne en général, c'était la rigueur, les nazis, les mecs relous, Kartoffeln. Frühstück, comment c'est Morgen Frühstück, c'est-à-dire que en fait le matin tu prends les petits déjeuners, c'est des gros trucs et le soir ils mangent une soupe, tu vois, c'est ce qu'on apprend en cours d'allemand. Moi j'ai fait beaucoup de cours d'allemand et donc j'avais ce cliché. Après en grandissant, tous les bobos étaient là, non mais Berlin c'est incroyable, je veux dire l'électro Berlin. Oui c'est ça, l'électro, après, on prend des tasses. Niquez vos mères en fait. Tu vas te droguer. Non, c'est clair. Tous les gens qui avaient des bonnets comme moi là que je mets maintenant,
Bah, ça, en 2008. Ouais, on va écouter de la minima, là. Ouais, c'est ça. Je les détestais. Sauf que franchement, maintenant, j'aime bien. Je suis devenu une sorte de bobo rebeu. Et puis, en fait, en allant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de qualités comme l'accueil, le fait que les gens ne se marchent pas dessus parce que c'est une grande ville. Il y a beaucoup d'espaces verts. Les prix, c'est vraiment important parce que quand tu joues, que tu es comique, tu sais très bien. Quand tu vas dans un autre pays, les gens ils sont pas là. Quoi ? Tu es Yacine Bellouz ? Mais wow, incroyable ! C'est plus genre bah ouais, mets-toi là-bas si tu veux et après c'est à toi de faire ton. Mais j'aime bien ça. Quand je suis à New York, faire quelques trucs, c'est bien d'arriver. En gros, de base, on t'aime pas, quoi. Tu vois. Et ça me dérange pas de pas être tout le temps accueilli. Genre, c'est génial. De toute façon, je suis pas très connu ici non plus, donc ça change. Non, c'est pas la question. Je te parlais du fait de devoir réfléchir en termes de ressources. C'est-à-dire que organiser ton hébergement, organiser ton planning, organiser. Oui, t'as pas un gars qui va réserver ton train non, tu t'occupes de tout et puis tu dois créer tes mini-budgets, tu vois. C'est comme un mini-budget de tournée, mais que tu dois gérer toi-même et trouver les lieux, etc. C'est assez complexe. Ça devient une aventure. Ouais. Et donc, en France, on a la chance de faire ça depuis longtemps. Donc, c'est pas parce qu'on est spécialement, je sais pas quoi, mais c'est comme ça. On est là depuis longtemps. Donc, au bout d'un moment, on connaît les gens du réseau. Donc, ça devient naturel. Ça se règle en quelques mails. Tu dis, voilà, peut-être que je pourrais jouer à tel endroit. Ou des fois, on dit, je sais pas quoi, Comedy Club, est-ce que t'es chaud ? Allez, go. Mais là-bas, non. Là-bas, faut chercher, faut trouver des lieux qui t'accueillent. Mais alors justement, moi, j'avais constaté quand même en regardant ton documentaire que, moi, je me pose un peu une question sur le stand-up. Genre, est-ce que c'est pas un peu une secte, mais pas une secte négative, mais tu sais, un peu comme les francs-maçons ou les illuminatifs, genre. Si. Et parce que moi, j'ai un peu observé l'inverse de ce que tu dis quand je me suis retrouvé genre à Montréal ou à chaque fois que j'étais dans une autre ville, très vite, via soit Internet, soit juste être dehors, je connecte avec d'autres comiques et ils me filent des plans et ils me trouvent de la drogue. Et, tu vois ça, non, moi, je bédave pas, mais ouais, certainement. Non, tu vois l'idée de... très vite, je suis dans une ville où je connais personne, mais comme je connais quelques comiques, c'est comme c'est un peu comme les alcooliques anonymes. Où je suis d'accord, et c'est ce que disait Bill Burr dans le documentaire. Il disait que partout où il va, c'est la même chose. C'est-à-dire que les comiques sont tous les mêmes comiques. Il y a toujours une vanne à un moment sur c'est qui le comique de votre pays qui vend beaucoup de tickets, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il mérite pas de vendre autant de tickets. et en fait, il dit ça, il l'a eu en Inde, tu vois. Et dis donc en gros, il y a toujours ça. Et en fait, les comics sont assez semblables. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais aussi parce qu'il y a une hégémonie américaine sur la comédie. Donc, ça veut dire qu'il y a un style, un genre de comédie américain et une attitude. Et les comiques ont souvent la même attitude. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, qui jouent, qui font un autre show après. Donc, tu as l'impression qu'ils peuvent se barrer à n'importe quel moment, qu'ils peuvent se lever et partir. Ils ont cet aspect-là un peu d'être, décalé par rapport au reste de la salle. Alors, je ne sais pas s'ils le cherchent ou s'ils le sont vraiment, mais à chaque fois, j'ai réussi à sympathiser très, très vite et voilà, en quelques conversations. Puis surtout, si tu es marrant sur scène après, c'est bon. C'est-à-dire que c'est ça qui est super dans le stand-up, c'est très, très juste. Quand on parle de stand-up en France, on parle souvent de genre l'an zéro, c'est genre 2007. C'est-à-dire souvent on parle. Ah ouais. Souvent on dit que c'est l'an zéro, c'est 2007. Non mais tu vois, souvent on dit que c'est vraiment Jamel Comedy Club première saison où ça a vraiment. Moi je pense. Et donc du coup toi t'étais là. Ouais. Et est-ce que parce que du coup si t'étais là à l'an zéro, c'est un peu le Big Bang. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce que tu te souviens ce qu'il y avait avant ? Est-ce que t'étais déjà là avant 2007 en gros ? C'est pour ça que je dis ça. Alors, je peux dire ça vraiment sans transpirer. C'est-à-dire que, en fait, la différence avec avant le Big Bang et après le Big Bang, c'est pas les comiques, parce qu'ils étaient déjà là. Il y avait plein de mecs super forts. Il y avait Mustapha El Atrassi, à 16 ans, il avait déjà son spectacle, il était incroyable, tu vois. Donc les mecs forts, ils étaient déjà là, et puis ils bossaient, ils travaillaient dans l'ombre et tout ça, où ils travaillaient. En quelque sorte, quand je dis non, c'est dans des plus petites salles, tu vois. Mais il y a eu un énorme coup de projecteur à la télé. Ouais. Et en fait, le fait que les gens voient du stand-up à la télé, et en plus, il y avait des Noirs, des Arabes à la télé, et ils avaient le droit de parler, les gens se sont dit quoi ? on peut parler, on a le droit et tout. On n'est pas obligé de se taire chez nous. Et en fait, le vrai moment de folie, c'est que en 2007, après les premières émissions, c'était 2006. Mais en 2007, et la deuxième moitié de 2006, les gens nous arrêtaient dans la rue, pas pour nous dire qu'on était talentueux, ils nous arrêtaient dans la rue pour nous dire comment on fait.
pour faire ce que tu fais. Ouais, on va dire. Et c'est OK. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment eu une explosion. C'est que pour de vrai, les gens faisaient excuse-moi. Ils disaient pas bien joué le sketch et tout. Ils disaient faut faire quoi en fait? Tu vois? Et mais vraiment en mode gars, t'es un ouf ou quoi? Tu me dis et je vais le faire. Et donc il y a eu une sorte d'engouement. C'est comme si c'était HIP à choper pour le stand-up, tu vois. Il y a des mecs qui dansent à la télé, les gens font waouh, c'est trop bien, j'aime bien ce truc. Ils s'en foutent de leur pas. Ils disent je veux faire pareil. Mais c'était quoi votre version de Porte de la Chapelle avant alors du coup? C'était en fait avant 2006. Ouais, il y avait Barre de Rire. Mais c'est la même chose que ce qu'on fait maintenant dans c'est la même chose mais avec beaucoup plus de difficultés à réunir des gens, à leur expliquer c'est quoi le stand-up et aussi dans les thèmes, ils étaient pas, je sais pas comment le dire sans être cassant, mais les thèmes, c'était souvent les mêmes thèmes, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de diversité et on a beaucoup plus de différence dans les comédiens sur scène. Les gens sont très entre Paul Mirabel et Ahmed Sparrow. Ouais. Ils parlent pas la même manière, ils utilisent pas le même langage, ils parlent pas des mêmes thèmes, et pourtant c'est des copains. Tu vois, et ils peuvent se suivre. Et ça ne crée aucun problème entre Marina Rollman et Amel Chabi. Ouais. Peut-être que ça va pas être les mêmes thèmes abordés aussi. Peut-être pas le même delivery, pas de la même manière. Aucun problème. Nous, on avait une sorte d'homogénéité quand même. Je parle avant même le Comedy Club. Hein. Justement, le Comedy Club a fait que justement chacun s'était amélioré. Mais moi, je me souviens au tout début, quand j'arrivais sur scène avec des blagues absurdes, alors j'étais peut-être aussi très mauvais, hein. Non mais c'est certainement le cas d'ailleurs, mais quand j'arrivais avec des blagues un peu surréalistes et tout, les gens me disaient nique ta mère en fait, ça nous intéresse vraiment pas, on aimerait que tu te taises, si tu pouvais ne plus parler. Ça a duré combien de temps ça a duré, je pense, moi je pense que ça a duré, pour de vrai ça a bien duré 5 ans, mais je l'ai masqué en sélectionnant petit à petit les blagues qui passaient, entre tiens, ces blagues-là, elles passent. Ouais. Je me sens pas mal à l'aise de dire ces blagues-là, mais c'est pas mes préférées. Mais elles passent, tu vois. Et à partir de 2011-2012, là, j'ai pu aller beaucoup plus loin. Et c'est aussi avec la rencontre avec Eddie Izzard qui m'a dit c'est bien ce que tu fais. Oui, voilà. Donc ça. En fait, t'es resté en France pendant assez longtemps. Ouais. Avant de commencer. C'est avec lui que t'as commencé à voyager un peu à travers le monde. En fait, moi, j'ai commencé à jouer en anglais. Ouais, j'ai commencé à jouer en anglais avec Sébastien Marx en 2009. Donc, j'ai fait souvent les New York Comedy Night. Ouais. Et après, avec Eddie, j'ai joué dans d'autres pays. C'est surtout grâce à cette rencontre, en fait. Hein, vraiment. Hein. Quand je parle des 15 pays dans lesquels j'ai joué en anglais, j'ai fait 18 en français-anglais et 15 en anglais seulement. Si j'avais pas rencontré Eddie, je pense que j'aurais pas fait ces 15 pays. Hein. C'est clairement ça. Et le fait d'avoir joué dans tous ces pays-là, ça m'a ouvert sur mon stand-up en français. Ouais. Parce que ça m'a aidé. Enfin, je sais pas si toi ça t'a aidé aussi de jouer à l'extérieur. Ça m'a sauvé ma vie parce que en gros j'écrivais de la merde en français et c'était plus drôle en anglais, mais j'osais moins le dire en français parce qu'il y a quand c'est ta deuxième langue, t'as une sorte de distance émotionnelle qui fait que t'as moins peur de dire les choses, et en plus il y a probablement moins de gens que tu connais dans la salle parce que tout le monde s'en fout, donc tu te sens plus libre. Et après, ces blagues là marchaient mieux que mes blagues en français. Je me suis dit on va les traduire pour les faire en français parce que c'est teubé, et en plus maintenant en gros les deux se nourrissent, c'est à dire que je vais écrire un truc en anglais, je fais vas-y on traduit, j'écris en français, je fais j'ai trouvé un nouveau truc, je peux le retraduire en anglais, ça peut se nourrir comme ça. Donc ça m'a moi, j'ai la même sensation. C'est un travail qui est assez difficile à certains égards parce que il y a beaucoup plus de vide en fait. Je me sens vraiment démuni parce que si ça se passe mal, j'ai très peu de filets de récupération. Alors qu'en français, je peux vraiment faire de l'improvisation. Je parle bien la langue. En anglais, je suis dans la merde. Je me souviens vraiment de certains bides en anglais qui étaient bien plus violents pour moi, en tout cas, que des bides en français. Mais aussi, les succès en anglais sont bien plus kiffants parce qu'il y a ce plaisir d'avoir touché des gens qui viennent d'un autre pays et d'avoir brisé un peu les barrières des frontières, tu vois. Et ouais, c'est kiffant. En tout cas, nous, l'équipe du Comedy Club, je trouve qu'il y avait une sorte de mouvance un peu urbaine. Il y avait un côté street qui a beaucoup moins maintenant, qui s'est affiné avec le temps et les gens sont plus proches d'eux-mêmes. Ils ne se donnent pas une attitude, mais je trouve qu'il y avait une certaine attitude. Mais c'est que mon opinion. À côté de ça, il y avait d'autres gars, mais c'est dommage parce qu'il faudrait vraiment les retrouver, ces gens-là. Il y avait quelques personnes que j'ai pu croiser brièvement et que j'ai plus revues. Et vraiment, je me souviens même plus de leur blaze, hein. Mais je les ai croisés très rapido et puis hop, ils ont dû arrêter ou ça leur plaisait moins, ou tu vois. Et il y a des gars comme Jal
qui sont là depuis le début, et qui n'a jamais lâché l'affaire, qui n'a jamais changé de style, et qui aujourd'hui a beaucoup de succès, et j'en suis très heureux pour lui. Il y a beaucoup de gens qui reprochent des fois, tu sais, le côté accent de Jal qui revient très souvent, et j'entends chez les puristes de la comédie, les accents, tu sais, c'est pas à la mode en ce moment les accents. Et ben moi, Jal, j'aime beaucoup Jal. Parce que je sais que depuis le début, il a toujours fait le même style, il a bossé, il a travaillé. C'est comme, tu vois, Verino. C'est des gens qui travaillent beaucoup, tout le temps. Et à force d'acharnement et de travail, c'est vraiment des shonen, quoi. C'est comme dans les mangas. À force de travail, ils développent un sens et ils développent une force de la scène et un public qui est avec eux et qui les adore. En fait, on arrive à un stade où ça devient c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de stand-up comme la musique, et c'est ça qui est cool, c'est que du coup tu peux dire ça j'aime pas, le mec il fait des jeux de mots où il met des perruques et tu fais c'est pas mon truc, voilà, on peut coexister. Moi je me demandais au niveau du public, parce que parfois je galère encore des fois dans certaines salles tu sens que les gens ils ont soit jamais vu de stand-up, soit ils aiment pas ça, alors qu'on est en 2021 quoi. Voilà, ça fait au moins 10 ans que j'imagine que ça en France c'est très connu compliqué de ouf maintenant. Mais toi quand t'as commencé genre les premières années, c'était horrible. Et ensuite les tournées avec le Jamel et tout, est-ce que c'était chaud, mec. Comment les gens, c'était quoi la réaction des gens en fait? Ils connaissaient pas. En fait, pour eux le stand-up c'était Jamel Debbouze. Donc c'est pas grave, hein, mais pour eux le stand-up c'était Jamel Debbouze. Nous quand Jamel quittait la scène, au début les premières répétitions, et en plus moi j'étais en école de théâtre, donc moi je voulais faire du stand-up de ouf, j'étais fan de ça, mais j'avais pas beaucoup de spectacles. Vraiment, c'était dur de trouver. Là aujourd'hui avec Netflix, tu fais ce que tu veux, t'en as des dizaines. Il y avait même pas YouTube, quasiment. Mais non, il y avait pas YouTube. Donc moi les premières vidéos YouTube stand-up c'était genre en 2009. Pour moi, hein, je me souviens, 2008-2009 peut-être. J'ai découvert ça en 2010-11 et c'était une période où ils n'avaient pas encore réclamé tous les droits, donc il y avait vraiment tout sur YouTube. Ça c'était cool. Bon, en tout cas, le public, ils voyaient Jamel, ils étaient contents. Jamel s'en allait, il appelait quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, hein, et ça pouvait être qui tu veux, n'importe qui de l'équipe. Maintenant Bidule. Bidule arrivait, mais nique-toi, mais vraiment, pars. J'imagine, genre Dedo. Mais tout le monde. Blanche, Thomas, Fabrice, tout le monde. Ils aimaient personne. Thomas, et c'est un peu dur. Ouais, ça va, ta gueule. Tu vois, parce qu'il était un peu grande gueule. Mais franchement, Jamel, ils étaient tellement fans. Et on les comprend. Ils étaient ultra fans de Jamel. C'est comme si tu avais Dave Chappelle aux États-Unis qui dit je fais 5 minutes et je vous présente quelqu'un d'autre. Les gens, peut-être, ils disent mais non, en fait, on préférerait que tu restes, en fait. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle la troupe du Jamel Comedy Club. C'est en gros le spectacle. Le week-end. Ouais, et je pense que ce que tu décris là, ça arrive encore. En gros, il y a des gens qui sont venus voir Jamel et c'est moi qui arrive sur scène. Waouh. Et tu sens la déception. Tu sens que. Mais il n'y a pas de Jamel. Enfin, il est pas avec vous. Non, mais en fait, il pense qu'il va être là. C'est-à-dire que le public va encore. On a eu ça aussi, nous. Tu sais, c'est à côté du musée Grévin et du Grand Rex. Donc, c'est un peu. Il y a un côté un peu touristique de. On va voir le Roi Lion, puis après, on va voir Jamel, tu vois. Ouais. Et ils pensent qu'il va être là à chaque fois, comme à Las Vegas, quoi. Ils prennent encore les photos du. Ouais. Ils faisaient ça, ça nous avait étonnés parce que c'est normal. C'est un décor que tu vois à la télé, t'es content de le voir en vrai. Ils prenaient les photos et c'est intéressant. Parce que ce décor a voyagé. Au début, c'était au réservoir. Oui, c'est vrai, exact. Moi, ma saison préférée en termes de public, j'ai trouvé que c'était 2008, où on faisait les chansons et tout ça. Parce qu'il y a eu une évolution, il y avait énormément de mélange. Et ça, c'était mortel. Tu avais à la fois des gars de quartier, cool. Tu avais à la fois des gens de province qui venaient pour voir, tu avais des familles entières avec des petits, genre de 14-15 ans, enfin des jeunes, quoi. Donc, on avait un mélange hyper éclectique. Et j'étais là, mais franchement, c'est la France. Ça fait plaisir. Non, mais tu vois, c'était pas juste une catégorie sociale ou un type de public précis. Alors qu'au début, vraiment, on a attiré vraiment un type de public et on était totalement OK. Des fois, on avait des relous dans l'équipe. Hein. Nous, on a fait des soirées. J'ai raconté dans un autre podcast, on a fait des soirées où les gens, mais ils se levaient, ils nous insultaient. C'est-à-dire que pendant tout le spectacle, pendant 1 heure de spectacle, t'avais nique ta mère, nique ta ça devient mère, une expérience. Ça devient une expérience pour tout le monde. Enfin, si tout le monde vit la même chose, ça devient un truc. Sur le coup, c'est nul, mais après, là, en ce moment, là, c'est des souvenirs merveilleux. Ça lie un peu les gens, tu vois. Genre non ça lit pas. Ça fait des anecdotes, mais ça on sait. T'as pas le regard genre de tu sais, en mode on a fait la guerre ensemble, genre tu te souviens on a la rigolade, on a l'anecdote, mais on n'a pas le. T'as vu, on est tellement. C'est pas le Vietnam, c'est pas ça. C'est pas ça. Les clubs, oui. Les clubs où il y a 4 personnes
et tu dois quand même jouer. Et tu fais ton set comme un bonhomme. Parce que quand tu as tout un public qui t'insulte tout le long, alors que tu n'as rien fait, là, c'était vraiment une émeute. On ne savait pas pourquoi les gens criaient. Non, mais il n'y avait pas de raison. Le spectacle n'était pas mauvais. On l'avait joué plein de fois. Il était bon. Il y avait du monde. Il y avait Jamel. Il y avait, tu vois, ça faisait longtemps qu'on jouait ce spectacle. On était bien. C'était la dernière date. On était en pleine forme. Donc, on connaissait nos passages. Donc, nous, on se devait... En fait, on n'avait pas de choses à se reprocher. Je pense que le public était juste vénère. Et des fois, tu as des groupes entiers qui viennent pour foutre la merde. Et c'est vrai. J'aurais tellement aimé voir la vidéo de ça. Parce que ça me fait tellement marrer. On était par terre en train de gaulerie. Par contre, bah oui, parce que chacun y va. Tu vois, c'est bon, bah moi j'y suis allé, à ton tour. Comme quand on a joué en prison. Quand on a joué en prison, c'est un peu effrayant quand même de jouer en prison parce que tu te dis, j'espère que je vais faire quelque chose. Mais non, mais parce qu'on a vraiment envie de divertir les gars. Tu vois, donc nous on arrive, on se dit, bah, j'espère que mon passage va les faire rire. Sinon, c'est la loose en fait. Tu arrives et tu fais ton passage de stand-up. Et à la base, les mecs, ils ont un spectacle de temps en temps. Toi, tu arrives, tu gâches le spectacle, tu gâches le port. La honte ultime. Donc tout le monde était en mode pression. Putain, faut faire un bon passage. Moi, j'ai fait un passage pas bon. Les gens, ils m'ont fait, ouais. Et un mec il a dit, pas marrant. Ok, je dis, bon, bah. Un détenu avec un œil en moins qui fait c'est nul. Je fais, écoute, désolé. Hein. Non, j'ai pas eu de chance parce que moi, pendant mon passage, il y a un mec qui revenait de l'infirmerie. Et donc tout le monde l'a vu. Et en fait, tu vois, il avait des béquilles et tout. Et les gens, ils se retournaient comme ça. Et donc moi, en même temps que j'étais en train de faire mes blagues un peu, le mec, il est venu, il a cassé l'atmosphère rigolote. Tu vois. Parce que tu as envie de faire de l'impro dans une prison, mais tu sais pas à quel moment. Déjà, tu sais, des fois, on me dit, vas-y, va prendre de la thune, va jouer dans une chicha. Je fais, bon, moi, ça me dérange pas. Mais on me dit, faut vanner les gens. Moi, je te jure, je peux pas vraiment les vanner. Moi, je sais pas vanner. Avec ma voix, ça va sonner comme un truc où moi, je sais pas faire ça. Ouais. Moi, il y a des gens super forts pour ça. Moi, je sais pas le faire. Puis, t'arrives en prison, tu sais quand même. Les mecs, franchement, on n'y allait pas en mode. On a fait quelques vannes sur le chemin pour se dire putain, on va jouer en prison. C'est impressionnant quand même de rentrer dans un établissement, tu vois. Donc, fallait faire des blagues pour nous-mêmes, tu vois. Parce que tu sais, quand tu entends le. Tu vois, tu fais OK. Après, t'as le mec qui te dit tout le long du briefing. T'as un briefing, évidemment. Hein. Il dit bah voilà, on est content de vous recevoir. C'est super que vous fassiez un spectacle, etc. Parce que c'était genre une bonne action, tu vois. En mode, c'était bénévole. Les mecs en face, eux aussi, ils étaient en mode bah nous, on va tout faire pour que les gens qui sont en détention passe un bon moment, tu vois, donc, ok, mortel. Mais après ça, quand il te donne les vraies consignes de sécurité, où il te dit, bon, il y a une bagarre, vous courez. S'il y a un incendie, vous nous suivez et vous courez. Ça finissait toujours par vous courez. Des deux, il l'a mis dans son sketch. Je te jure, c'est la vraie vérité. Il y a des gens qui te disent bon, si, mais il n'y a pas eu de problème. Mais il dit voilà, s'il y a un problème, vous courez, vous nous suivez, vous parlez pas aux détenus, vous venez avec nous. On était là, mais pourquoi vous êtes obligé de nous dire tout ça? Ça fait hyper peur. C'est bon, il va rien se passer. Et en fait, bon, à part un bide, moi, bah, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a bidé, mais moi j'ai un peu bidé. Il s'est rien passé, il y a personne qui a crié, c'était hyper respectueux, tout le monde a passé de mon souvenir un bon moment, voilà quoi. Là, en fait, on a parlé de ton expérience, genre, est-ce que les gens ont mis du temps à te comprendre toi, ou est-ce que tu as l'impression que les gens ont mis du temps à comprendre le stand-up en général, ou est-ce que c'est un peu lié les deux, tu vois? J'ai pas la réponse, mais franchement, j'ai pas la réponse. Mais je pense que les gens ont mis du temps à comprendre le stand-up de base, parce que au tout début, les premières années, il fallait beaucoup expliquer les choses. Même à l'époque, tu sais, où il y avait un spectacle avec Kairon, Kian et Boone. Ouais. Où ils faisaient au tout début de leur carrière, où ils faisaient de l'improvisation ensemble. Et ben ils expliquaient beaucoup le principe du stand-up. Encore aujourd'hui. On l'a fait avec Charles. Hein. Bah tu vois. Tu expliques au début c'est quoi le principe du stand-up. Jamel, dans le Jamel Comedy Club, l'émission 1, il explique c'est quoi le stand-up. Donc pour de vrai. Maintenant, j'ai compris qu'il ne faut plus se dire que les gens savent. Il faut juste arriver s'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai fait la blague. Mes blagues, c'est comme du shit. Tu sais, là, j'ai une blague où dire quand je raconte mes blagues, c'est comme du shit, vous allez faire un bad trip. Ouais. Et ben, cette blague-là est sortie en improvisation. Je ne trouve pas que ce soit une blague drôle, mais c'est une blague mode d'emploi. Et les gens, ils disent ah ouais. Tu vois, ça m'a grave aidé. Tu sais, la tournée qu'on a faite avec Shirley en 2016, en gros, c'était que des gens qui l'avaient vu dans De Manquer en Rire. Et sur l'affiche, en plus, l'affiche était faite de telle manière où on avait l'impression que c'était elle et moi qui faisait une pièce de théâtre où on s'engueulait, tu sais, en mode domino. Je sais pas si tu connais. Oh merde. Les gens, je vois le délire, ouais. Les gens, ils pensaient qu'ils allaient voir ça, tu vois. Ouais. Et on arrivait, et en fait, au bout d'une date, on s'est dit, bon, on va leur expliquer que ça va pas être ça à chaque fois, parce qu'en fait, moi, je blâme aussi les organisateurs. C'est-à-dire que moi, il y a les gens que je blâme vraiment et qui me dérange beaucoup parce que ils veulent commander un spectacle. Ouais. Pour leur audience, d'accord? Ils ont un public. Mais ils ne font pas de petite préparation. Il n'y a pas le petit moment où tu dis, bon ben voilà, ce que vous allez voir, c'est à peu près ça.
ou ça va aller dans tel sens. C'est super chiant. Ça fait que des fois, moi, je me suis retrouvé dans des situations où je jouais devant des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir. Et une fois, je me rappelle, après un show, il y a une meuf qui est venue me voir en disant mais c'est le même spectacle que tu joues, parce que je jouais au théâtre de 10 heures, et elle m'a emmené dans une médiathèque. Moi, j'ai joué, mais il y avait une dame de 80 ans, il y avait un enfant de 13 ans. Donc moi, je fais le même spectacle, mais ils ont pas les outils pour capter ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, c'est de la prévention. Mais vous direz qu'on parle de drogue, mais il faut expliquer ce que tu vas faire, tu vois, ce que tu vas voir. T'emmènes pas quelqu'un voir une pièce de Shakespeare s'il croit qu'il va voir Star Wars, il va s'ennuyer. Ouais, en fait, il y a plein de villes en France où les gens, ils sont abonnés au théâtre, donc ils viennent toutes les semaines et ils vont voir Couscous Solardon, Fabrice Lucchini et toi. Tu vois, genre, ils s'en foutent, ça pourrait être... Et puis, il y a l'atmosphère. Je te jure, moi, les meilleures soirées de stand-up auxquelles j'ai assisté en tant que spectateur, c'était organisé souvent par des comiques. Donc, je pense que, tu vois, parce qu'ils comprennent dans quel état d'esprit il faut mettre le public pour qu'il soit ouvert à recevoir la parole d'un mec sur scène quand tu vas qui à Montréal, raconte sa vie, tu vois. À Montréal, le présentateur explique à chaque fois, même si c'est au Canada, ils sont censés savoir, il leur dit alors, tu fermes ta gueule, mais si on te pose une question, tu réponds quand même. Tu sais, des trucs un peu clairs, quoi. Exactement. Parce qu'on n'explique pas forcément. Quand je fais première fois, je suis obligé d'expliquer à chaque fois, parce que sinon les gens ils captent pas, ils sont pas forcément dans le mood, et ça permet aussi de créer une atmosphère. Et il y a certains endroits où ils prennent pas la peine de faire ça. Donc à ce moment-là, c'est à l'artiste de dire ok, donc là personne comprend ce que je suis en train de faire, ça les énerve un peu, parce que en plus ça énerve les gens, et je les comprends avec empathie, tu vois, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait, ça m'énerve, tu vois, je comprends qu'ils soient fâchés, tu vois ce que je veux dire, parce que pour eux c'est genre waouh, elle dure trop longtemps cette présentation, alors qu'en fait c'est le spectacle. J'ai fait des soirées en tournée avec Shirley où c'était vraiment genre moi à l'époque je savais comment être, tu sais, me faire passer bien pour des gens, enfin tu sais, ils me regardaient comme un petit-fils qui avait un peu fou, quoi, tu vois. Et mais Charlotte, elle arrive vraiment, ouais, je fume des joints, une fois je suis c'est une bite et tout. Et devant des yeufs qu'il avait vus sur France 2 qui étaient genre et tu les voyais sortir, des fois ils étaient un peu vénères, mais bon, c'est comme ça que tu crées un public, parce qu'il y avait toujours des gens dans la salle qui est ok, je comprends ce switch, mais et je vais te suivre, voilà, maintenant, et il y a aussi le principe de nous, ce qu'on fait, c'est une proposition sur scène, et c'est pas une garantie, en fait, t'achètes pas un produit. C'est que je me suis embrouillé avec des gens à ce sujet, et je suis très content d'être mon propre producteur justement pour ça. C'est-à-dire que vraiment, moi, je ne considère pas que j'offre 20 minutes de rire garanti. Voilà, c'est une proposition artistique. Tu vois, c'est comme quand tu fais play sur un album. C'est pas forcément le même style que ce que tu as écouté de l'album d'avant. C'est une proposition aussi. C'est quelque chose de... Donc, tu peux te lever et partir, c'est OK. Et va jouer au festival de machin avec où il y a tout un tas d'humoristes et toi, tu es le seul stand-up. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'être le seul stand-up dans les festivals d'humour. En Allemagne, j'ai joué en anglais dans un festival où les gens jouent en allemand. J'étais le seul stand-up. Il y avait une drag queen, il y avait un clown, un cracheur de feu, il y avait un jongleur, il y avait moi. Et c'était une salle de 1000 personnes. Putain, j'ai bidé en anglais, pas bidé de ouf, mais bidé quand même. C'est-à-dire que j'ai pas eu les bons rires. T'as fait le poulet dans le silence. Exactement, j'ai fait le poulet et ils m'ont regardé et ils m'ont fait waouh, waouh, man. Et après, il y avait 2 jours. Premier soir 1000 personnes, deuxième soir 600. Et en fait, dans la parenthèse des 2 jours, j'ai été au supermarché. C'est une ville qui s'appelle Rendsburg. Okay, peut checker sur Google, c'est très marrant. Okay, et j'étais au supermarché, j'ai croisé des gens qui étaient là. Ils me disaient, mais c'était pas mal, hein, vraiment, ça va. Tu vois. En gros, ils avaient peur que je me tue, quoi. Ils avaient peur que je me Moi, gave. je pourrais pas faire ce que tu fais. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Ah oui, tu sais, les Allemands, hein, on rigole pas fort. En fait, quand il y avait le clown, il faisait des blagues en allemand. Pose cette corde. Il y avait des blagues avec fun. Il faisait des jeux de mots avec 5. Là, t'es pas dit fun. Les gens ils étaient par terre. Ah, qu'est-ce que c'est débarre cette histoire de 5. Tu sais, moi, j'ai galéré en Corée du Sud et après, j'ai vu un gars faire le truc de mime de la valise où tu sais, tu tiens la valise, après tu tournes autour, genre elle tient dans l'air et tout, et il a cartonné. Je fais foutez le mec. Ça fout la rage, ça. Ça fout vraiment la rage. Yacine, on va devoir conclure. Allez, car j'ai 150 podcasts à tourner. Eh bien, c'est bien. Attends, félicitations en tout cas. Bravo, très heureux d'avoir participé à ton podcast. Merci beaucoup. Franchement, on pourrait parler plus longtemps. On pourrait parler des heures parce qu'on aime bien la comédie, nous. Et tu seras très largement réinvité. Avec grande joie. Merci de m'avoir invité. Bravo. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt.